Bonjour, je m'appelle Gauthier et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Danse avec les eaux, un thriller médical de Andriy Semyonkiev. Séverine, un médecin légiste à Kiev, regarde la mort en face chaque jour. Mais le plus effrayant se cache tout de même derrière les portes de l'hôpital. La zone grise du système de santé ukrainien, un lieu où les morts deviennent une marchandise et où les vivants luttent pour leur survie, entraîne ce médecin frustré dans un piège fait de dettes, d'intrigues et de trafics illégaux. Lorsqu'il accepte l'offre d'une entreprise douteuse, il semble enfin avoir trouvé une issue. Mais le prix à payer est élevé. Un diagnostic falsifié, un échantillon de tissu ou un os volé sur le corps d'un autre. Chaque coup porté à la conscience a un prix. Et la frontière entre victime et coupable s'estompe dangereusement dans l'odeur du formol. Le livre du célèbre médecin et écrivain Andriy Semyonkiev est une histoire glaçante qui montre à quel point il est facile de renoncer à sa dignité lorsque les circonstances nous acculent. Cet ouvrage, qui a fait sensation dans le monde littéraire et remporté le prix BBC News Ukraine Book Award 2022, et tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. La traduction slovaque du livre, Danse avec les eaux, est une nouveauté de la maison d'édition Literárna Vajta de Banska Bystrica, traduit par Kristina Korabova, et vous pouvez l'acheter pendant l'UNL au stand de vente. Donc, je vais à présent vous lire l'extrait de Danse avec les eaux, traduit par Marguerite Bertrand, Sabine Bolac et Yaroslava Bito. Chapitre 6. Peu de temps après, Tania surgit dans sa vie. Maslovski l'avait lui-même amenée dans son bureau pour la présenter. Tania Leonidovna. Jeune femme intéressante, elle en était à la dernière année de son cursus à distance. Elle avait jusque-là étudié en Bucovine, mais, ayant appris on ne sait comment l'existence d'un poste vacant dans leur hôpital, elle avait décidé de finir ses études là où elle avait l'intention de travailler. Introduite par le médecin-chef adjoint et désormais placée sous l'autorité de Dominique, Tania se sentait modestement debout, la main droite serrant le coude gauche. Grande, mince et pâle comme la mort, elle semblait sur le point de s'évanouir de faim. Seva l'aida à retirer son manteau et, l'ayant fait s'asseoir en face de lui, entama la conversation d'un ton délibérément officiel. Il ne savait pas encore quelle attitude adopter avec ce nouveau membre de l'équipage à bord de leur service de pathologie. D'un côté, tout dans son lieu de travail, bien que vétuste et délabré, lui était familier et cher. Le carrelage ébréché par endroits, les tables en zinc et même ce fichu Grisha, l'assistant du légiste, s'accordait harmonieusement à ce sous-sol inhospitalier. En revanche, cette jeune fille complexée représentait un élément nouveau qui avait de quoi inquiéter le conservateur invétéré qu'était le Seba. Il n'avait aucune envie d'avoir à passer derrière qui que ce soit. Et puis, on ne savait pas s'il serait possible de confier à cette Tania un travail quelconque sans l'avoir constamment à l'œil. D'un autre côté, un interne pouvait être fort utile à bien des égards. Une main-d'œuvre gratuite destinée par nature aux missions de type « va chercher ». Et qui plus est, la différence essentielle entre l'interne et l'esclave antique, c'est que l'interne en médecine s'intéresse à son travail, qui constitue une récompense en soi. Il ne compte ni sur le repos, ni sur l'argent, n'attend aucun traitement de faveur. Et, plus il y a de travail, plus il est heureux, car c'est sa dernière chance d'apprendre quoi que ce soit avant de se lancer dans l'exercice indépendant de la médecine. Bien sûr, tout cela caractérisait l'interne idéal. Encore fallait-il le trouver. Restait le risque de tomber sur quelqu'un qui n'aurait eu d'interne que le nom, ne rêvant à la fin que de ses études, sans aucune envie de lier son avenir à la profession. Mais de tels risques se présentaient bien plus souvent dans d'autres branches de la médecine, pas en pathologie. L'art de farfouiller dans les cadavres exigeait de ses adeptes une motivation claire et une disposition mentale particulière. « Pourquoi as-tu choisi cet internat ? Une affectation d'office » demanda Seva. Non, je suis sous contrat, répondit Tania. Je paie mes études. » Ces mots réjouirent Donik. Il comprit aussitôt à qui il avait affaire.
Eh bien, pour une fille sérieuse qui n'a pas peur du travail, c'est franchement le paradis ici. Tu n'auras pas une minute pour souffler. Tania esquissa un faible sourire. Ses épaules se détendirent légèrement. Je suis sûr que nous allons très bien nous entendre. Dominique lui montra tous les recoins de son nouveau lieu de travail avant de lui faire une brève visite de la clinique afin qu'elle se repère et sache où se trouvait chaque chose. Puis, estimant qu'elle avait eu suffisamment d'impression pour un premier jour, Seva la laissa rentrer chez elle en lui ordonnant de ne pas arriver en retard le lendemain matin car il n'avait pas besoin d'un deuxième Grisha. Mais Tatiana, Tatianka, Tanusha, car désormais Séverine l'appelait rarement autrement, se révéla un diamant brut. Ou un saphir, il ne savait pas lequel des deux était le plus précieux. Elle travaillait mieux que le malheureux assistant, elle était infatigable, et même fatiguée, elle ne se plaignait pas. Peu à peu, Seva se délesta sur elle de toute la paperasse, puis très vite des tâches qui exigeaient de se salir les mains. Elle était, après ces longues années, la première femme à illuminer son royaume souterrain au quotidien. Depuis la voiture, il appela Yuda. « Tu ne dors pas ? » ?»« Je t'attends comme d'habitude. Le dîner a refroidi 3 fois. Je rentrerai un peu plus tard. » »« Tu rentres tous les jours un peu plus tard. Est-ce que j'existe encore pour toi ? » ?»« Ne commence pas. Ce week-end, nous irons chez les Michiabuko à la campagne. Robert nous a invités. » Seban entra chez lui après minuit. Heureusement, sa place sous le réverbère était libre. Ce n'est qu'en sortant qu'il remarqua que sa chaussure droite était toute maculée de sang. Il frotta son pied dans une congère, puis se hâta chez lui, laissant sur la neige une tache brune. La dacha des Michenko se trouvait assez loin, mais encore dans les limites de la ville. Seva et Lyuda se perdirent un peu dans les dédales des cottages rivalisant de hauteur de clôture et d'ostentation dans les finitions et les couleurs. Malgré leur retard, ils arrivèrent parmi les premiers invités. Seva constata une fois de plus que la ponctualité, jadis politesse des rois, était devenue ces derniers temps une qualité presque indécente. La journée était ensoleillée et la température à peine au-dessous de 0. Les nouveaux arrivants se promenaient dans la propriété, débouchaient les premières bouteilles et échangeaient des plaisanteries. En telle compagnie, Seva était loin de se sentir à l'aise. Ces gens, du cercle financier de Robert sans aucun doute, n'étaient de toute évidence pas du même gabarit. À sa grande surprise, ces hommes au regard arrogant et possessif étaient venus accompagnés de femmes d'âge mûr et d'apparence ordinaire. Des compagnes de type domestique, les qualifia Dovik. Les motels haut de gamme étaient sans doute réservés aux événements privés et spéciaux. À la dacha, on se retrouvait entre soi de manière simple et décontractée. Le nombre de 4x4 dans la cour augmentait. La voiture de Seva ressemblait déjà à une blonde au milieu d'une joyeuse bande de jeunes hommes de couleur sur une image d'Internet. Pour ne pas se laisser abattre par ce contraste pitoyable, Donik partit lui aussi visiter la propriété de Robert. Moins classe que celle des voisins, mais sans mauvais goût excessif. Une maison en briques à 2 étages, une piscine couverte, un jardin alpin, miraculeusement dépourvu de neige. Le centre de la fête était un grand pavillon dans le jardin, dont la plupart des habitants du pays se seraient volontiers contentés comme de leur maison. Le mobilier massif, les radiateurs à infrarouge et le crépitement du bois rendaient l'intérieur particulièrement chaleureux. Au début, la soirée avait eu l'air convenable. On avait fait griller de la viande au barbecue, on s'était assis à table. Mais ensuite, la compagnie s'était divisée. Les femmes avaient persuadé Robert d'allumer le sauna, et de temps à autre, on les voyait filer à travers la cour pour se rafraîchir dans la piscine. Les hommes s'étaient regroupés près du brasier, par groupes de 2 ou 3. Ils parlaient à voix basse de leurs affaires et continuaient à boire. Tous semblaient se connaître depuis longtemps, et Séverine, se retrouvant dans un vide social, passait d'un groupe à l'autre. Il n'était pas très à l'aise, mais au moins pouvait-il se lever et s'éloigner sans gêne si la conversation ne l'intéressait pas. Robert lui fait signe de la main et lui resservit un verre quand il s'approcha. « Écoute, il s'agit de ton domaine. » Un colosse au visage rubicond. Seva ne doutait pas un instant que c'était un nouveau riche, parlait de certains hommes d'affaires arrêtés récemment à la frontière avec un lot de cosmétiques.
Le plus drôle, c'est que les cosmétiques étaient en règle, les documents en bonne et due forme et l'entreprise légale. Mais quelqu'un a voulu ouvrir une boîte de rouge à lèvres et là, pas de rouge à lèvres, des capsules d'ovocytes. Vous imaginez un peu? Que veux-tu? 21e siècle. On fait du business avec des pièces détachées humaines, dit quelqu'un. On buvait de plus en plus. Bientôt, la fête prit une ampleur inhabituelle pour Séverine et une espèce de férocité, comme si tous les participants s'amusaient pour la dernière fois. La musique et les danses évoquaient plutôt un mélange d'épilepsie et de combat de coq. Un pistolet était subitement apparu entre les mains du nouveau riche, qui tentait de gagner Robert à l'idée d'un concours de tir sur canette. Séverine, quoique pas totalement sobre, comprit qu'il n'était pas du tout dans son élément et partit chercher Yehuda dans la piscine. « Allez, encore une demi-heure, gémit-elle en essuyant des coulures de mascara sur ses joues. Ils sont sur le point de tirer maintenant. On a vraiment besoin de ça? Séva, arrête. Pourquoi tu as peur comme ça? Ce n'est pas des gamins, c'est des hommes sérieux, adultes. Personne ne va. » Un bruit sec déchira la nuit. Une agitation nerveuse entoura le pavillon. Séverine y courut, non pas par envie, mais par cet instinct ancré en lui depuis ses études qu'il voulait qu'il fourre son nez partout où il était arrivé du mal à quelqu'un. Le nouveau riche était assis par terre en sous-vêtements. Sous lui s'étalait à une vitesse étonnante une flaque couleur cerise. On ne savait pas quel tour il avait voulu faire avec son fort, mais dans tous les cas, il s'était tiré une balle dans la cuisse. Et, comme le constata Séverine, mal tiré. L'artère était touchée. De la blessure, un peu sous l'aine, le sang jaillissait comme d'un cochon qu'on égorge. L'un de ses camarades tentait d'enrouler un chiffon autour de sa jambe ensanglantée, mais Séverine le repoussa brusquement et allongea le blessé sur le dos. Il posa son genou directement sur la plaie, appuyant de toutes ses forces, si bien que le Rubicon siffla de douleur. Séva entendit derrière lui une voix qui l'insultait, puis celle de Robert. « Ferme-la, c'est un médecin. » Séverine ôta rapidement son t-shirt et fit 2 nœuds autour de la cuisse blessée juste sous le maillot de bain. « Une cuillère, vite !» Il glissa la cuillère entre la jambe et le t-shirt et le fit tourner jusqu'à ce que le garrot improvisé se resserre, et jusqu'à ce que le nouveau riche hurle de douleur. Le sang ne coulait plus. Séverine fixa la cuillère dans cette position. « Quelle heure est-il ? » ?»« Quoi ? Je te demande quelle heure il est. Il faudra donner l'heure de la pause quand les secours arriveront. » En attendant, on continua à boire, même si l'ambiance était retombée. Malgré toutes les supplications, Séva interdit catégoriquement qu'on donne de l'alcool aux blessés et lui tendit la place une bouteille d'eau de 2 litres. Une vingtaine de minutes plus tard, on vint le chercher. À vrai dire, ce n'était pas une ambulance, mais un minivan de couleur sombre, garni d'individus tout aussi sombres. Robert assura à Donick que son patient serait conduit où il fallait et que tout irait bien. Le pathologiste donna nerveusement quelques instructions et l'escorte. Puis le véhicule démarra en tronc. Ils restèrent tous deux, Robert et lui, à regarder l'obscurité au-dessus du portal. Les voisins ont sûrement déjà appelé les flics. Très probable. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Rien, Séba. Personne ne viendra. Donick eut une émulation soudaine. Attends, il est lui-même? Oui, répondit Robert, en buvant la même bouteille. Adjoint au chef du service. Après cet incident, Yehuda et lui ne rentrèrent pas chez eux. Mieux encore, ils passèrent une nuit merveilleuse dans l'une des chambres d'Anne. Toute la soirée, Séva fut fêté comme un héros. Surtout au moment où un flic annonça par téléphone que le blessé était sain et sauf. Paradoxalement, la soirée laissa finalement une impression agréable. Quelques jours plus tard, Séva n'y pensa déjà plus. En revanche, l'histoire des ovocytes lui sortait pas de la tête. Il n'y avait encore pas si longtemps, le trafic d'organes appartenait à la science-fiction. Il avait lui-même lu un livre dont le personnage principal vivait dans une mégapole orientale futuriste et se faisait, au marché noir, renouveler le sang, remplacer le pancréas et implanter divers dispositifs dans le cerveau. Google a appris à Séva qu'en fait de science-fiction, on était en plein dans l'apocalypse cyberpunk. On vendait de tout.
Cornée, membres, embryons, placenta. On cultivait de la peau neuve en bocaux. On greffait de nouveaux visages aux mutilés. Des compagnies américaines démontaient illégalement des cadavres pour pièces, dissimulant les manques par des simulacres façonnés avec des matériaux de fortune, tandis que dans la lointaine Calcutta, d'humbles yogis faisaient bouillir les cadavres de sans-abri trouvés dans la rue pour vendre leurs squelettes à leurs compatriotes plus éclairés. Après ce flot d'informations sordides, les rapports de transplantation cardiaque, la brebis Dolly, et surtout ses propres actes de vandalisme histologique lui semblaient une plaisanterie. Internet entraînait inexorablement dans ses profondeurs sauvages, remplaçant les faits bruts par des histoires fantasques. Et voilà Seva parti à lire des articles sur le clonage clandestin, les soupes chinoises à base d'enfants, les conserves humaines cambodgiennes, les sectes bouddhistes qui pratiquaient des rituels sanguinaires, et les chiens de tête dans de lointains laboratoires sibériens. Victime de sa propre curiosité, il pouvait se familiariser avec tous les éventail des théories complotistes, ou intervenir comme de juste les francs-maçons, le gouvernement mondial et le Rothschild immortel. Certaines d'entre elles étaient si absurdes qu'il ne pouvait s'empêcher de se demander « Et si c'était vrai ?» Les têtes chenues des interminables fils de discussion établissant une analogie intéressante entre les biotechnologies et l'évolution de l'industrie ordinaire. Par exemple, tout le monde savait que les lecteurs CD fabriqués dans les années 90 tombaient en panne beaucoup moins souvent que leurs équivalents modernes. On avait peu à peu introduit de petits sabotages dans le mécanisme dès la phase de conception, car la réparation et la vente de nouvelles unités rapportaient bien davantage aux entreprises que la production d'articles éternels. La même idée avait été appliquée à la médecine. Les gens en bonne santé n'étaient pas rentables. Aussi, l'ingérence massive de la science dans l'écologie et l'industrie alimentaire provoquait-elle des défaillances de plus en plus fréquentes chez les organismes bipèdes, ce qui augmentait la demande en réparation et remplacement pour les diverses composantes du corps. La tête lui tournait. La vérité mêlée à ses délires paranoïaques laissait dans son âme un arrière-goût désagréable. Tout cela semblait irréel. Mais l'idée que l'un de ses semblables sur la planète, tout près de lui, puisse être en train de trafiquer de telles choses n'était pas vraiment séduisante. Merci beaucoup.